Le traitement coûtera plus de 100 000 avec moins de 10% de chances de guérison. C'est ce que le médecin a dit calmement. Ma famille n'a pas pleuré. Ils n'ont pas discuté. Ils se sont simplement regardés et sont partis. Les paroles de ma mère étaient définitives. Laisse le vieil homme partir. Il a assez vécu. Nous n'allons pas jeter de l'argent dans un trou noir. Et c'est ainsi qu'ils sont partis, par la porte hors de nos vies. J'avais 17 ans, j'étais fauchée, en colère, terrifiée. Mais je suis restée. J'ai vidé mes économies pour l'université. J'ai signé des formulaires de remboursement. J'ai accepté un travail de nettoyage des sols dans le même hôpital parce que ce n'était pas juste un vieil homme. C'était mon grand-père, et j'ai refusé de le laisser mourir seul. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il vivrait encore 7 ans, et que je deviendrais tout ce qu'il disait que je ne pouvais pas être. Quand il est mort paisiblement à 91 ans, ils sont revenus. Pas pour lui, mais pour ce qu'il a laissé derrière lui. Le couloir était trop silencieux. Je pouvais encore entendre l'écho de leurs pas longtemps, après que les portes de l'ascenseur se soient refermées. Je suis restée là seule, serrant le dossier médical de grand-père dans une main et mon portefeuille à moitié vide dans l'autre. Ma mère avait été la dernière à partir. Elle ne m'a même pas regardée. Elle a juste jeté un regard froid par-dessus son épaule et a dit « Tu peux rester si tu veux, mais ne viens pas nous demander quoi que ce soit plus tard. » Puis elle est partie. Et l'infirmière à côté de moi s'est agitée mal à l'aise. « Vous êtes Caroline ?» J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Il faudra que quelqu'un signe les formulaires de responsabilité financière. L'assurance ne couvre qu'environ 30% de ses soins. Sans intervention, il ne passera pas la semaine. Je n'ai pas hésité. Non pas parce que je n'avais pas peur. Mon Dieu, j'étais terrifiée. Mais parce que je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il se réveille dans la douleur et réalise que personne n'était resté. J'ai signé chaque formulaire qu'ils m'ont tendu. La pile ressemblait à une exécution légale. J'ai donné mes économies pour l'université, 200 $ amassés grâce à des bourses et des emplois d'été. Puis, j'ai appelé le bureau des ressources humaines en bas. Et j'ai supplié pour un travail, n'importe quel travail. À 18 heures, je lavais les sols de l'aile pédiatrique. À 22 heures, j'étais de retour au chevet de grand-père, lui tenant la main, tandis que les machines bipaient et bourdonnaient autour de nous. Il ne s'est pas réveillé pendant 3 jours. Quand il l'a finalement fait, sa voix était faible, ses yeux larmoyants. Mais la première chose qu'il a murmurée, c'est « Tu es resté ». J'ai hoché la tête, les larmes brouillant tout. Toujours. Cette nuit-là, pendant qu'il se rendormait, je me suis assise à côté de lui et j'ai regardé par la fenêtre. Le monde extérieur continuait de bouger, les voitures, les lumières de la ville, les gens qui riaient dans les restaurants. Mais ici, dans cette chambre d'hôpital silencieuse, quelque chose s'était brisé et reconstruit en moi. Ils pensèrent m'avoir laissé avec un homme mourant. Mais ce qu'ils m'ont vraiment laissé, c'est du temps. Du temps pour écouter, du temps pour apprendre, du temps pour devenir la femme qu'on ne m'avait jamais permis d'être en leur présence. Ils sont partis. J'ai avancé. Les médecins ne s'attendaient pas à ce qu'ils tiennent plus d'une semaine, mais une semaine a passé, puis 2, puis 3. Ça a commencé par de petits signes des doigts qui tressautaient, un battement de paupières, la façon dont sa main serrait la mienne un peu plus fort pendant la nuit. Je lui lisais tous les soirs. Au début, je ne savais même pas s'il pouvait m'entendre, mais j'ai continué de vieux romans de guerre, des articles du Reader's Digest, même des manuels IKEA, n'importe quoi, juste pour remplir la pièce de quelque chose d'humain. Puis, un après-midi, alors que je lui donnais du bouillon à la cuillère, il a dit « Trop salé ». Je me suis figée. « Grand-père ». Il a cligné des yeux, m'a regardé, puis a souri. « Tu as toujours été nul pour assaisonner ». J'ai ri à travers mes larmes. C'était la plus belle plainte que j'ai jamais entendue. Au cours des semaines suivantes, son rétablissement s'est accéléré pas de façon miraculeuse, mais régulière. Il a commencé à s'asseoir, puis à parler plus longtemps, puis à remarcher lentement avec mon bras pour le soutenir. Les médecins ont qualifié cela d'anomalie statistique. Je l'ai appelé la preuve que l'amour compte plus que les probabilités. Nous avons emménagé dans un petit appartement de 2 pièces de l'autre côté de la rue de l'hôpital. Ce n'était pas grand-chose. La peinture était écaillée, le chauffage cliquetait, et nous devions partager une salle de bain avec 2 autres locataires. Mais nous étions ensemble. Pendant la journée, je travaillais à l'hôpital,
Et je suivais des cours de GED en ligne. La nuit, grand-père m'enseignait pas seulement les mathématiques ou les sciences, mais comment réparer des choses. Des circuits, imprimer des interrupteurs, des machines à café. La plupart des gens jettent les choses quand elles se cassent, m'a-t-il dit une fois en me tendant un fer à souder. Mais si tu comprends comment quelque chose fonctionne, tu peux le reconstruire. Ça vaut pour les machines et ça vaut aussi pour les gens. Ces leçons dans cette petite cuisine, avec une lumière vacillante, ont changé ma vie. Il ne s'agissait pas seulement de câblage ou d'outils. Il s'agissait d'estime de soi, de choisir de réparer plutôt que d'abandonner. Un soir, il m'a regardé remplacer un interrupteur cassé dans notre micro-ondes. Il a hoché la tête avec approbation et a dit « Tu sais, tu as l'esprit d'une ingénieure. » J'ai secoué la tête. J'ai l'esprit d'une concierge qui ne veut pas brûler sa soupe. Mais secrètement, j'ai laissé ce compliment s'enfouir profondément en moi. C'était la première fois que quelqu'un croyait que je pouvais être plus que ce pourquoi j'étais né. Il n'était pas censé vivre, mais il l'a fait. Et parce qu'il l'a fait, j'ai commencé à vivre aussi. Le silence de ma famille est devenu permanent. Au début, je pensais qu'ils avaient peut-être juste besoin de temps. Qu'une fois que grand-père serait sorti de l'hôpital, il reviendrait. Mais ensuite, le compte bancaire que ma mère utilisait pour m'aider à gérer a été fermé. Le forfait téléphonique familial sur lequel j'étais s'est déconnecté. Et le dernier message que j'ai reçu d'elle disait « Tu as fait ton choix, n'attends plus rien de nous. » Aucune explication, aucune conversation, juste effacée. J'ai pleuré pendant des jours. Pas seulement parce que ça faisait mal, mais parce que je savais qu'il ne me manquait même pas. Pas vraiment. Grand-père l'a vu sur mon visage, même quand j'essayais de sourire. Il n'a jamais mal parlé d'eux. Il a juste dit « Certaines personnes ne savent aimer que quand c'est facile. Tu n'es pas l'une de ces personnes. L'argent s'est vite épuisé. Je faisais des doubles services, nettoyant l'hôpital la nuit et aidant à un bureau de fourniture le jour. J'étudiais pour mes examens d'équivalence du secondaire entre le lavage des sols et le pliage des blouses. Je sautais parfois des repas pour que grand-père puisse en avoir un meilleur. Il détestait ça. Alors, il m'a fait une proposition. Il m'apprendrait tout ce qu'il savait, la mécanique, la programmation de base, la lecture de plans, si je promettais de faire payer les gens pour le travail. Au 3e mois, nous avions une boîte à chaussures pleine d'argent étiquetée « Fonds de réparation ». Au 6e mois, les voisins frappaient à la porte demandant de l'aide pour réparer des appareils recablés des lampes, même construire des minuteries d'irrigation pour le jardin. Nous n'avons jamais fait de publicité, mais le bouche à oreille s'est répandu. Caroline et son grand-père, ils ne font pas que réparer des choses, ils s'en soucient. Un soir, en réparant un vieux grille-pain que quelqu'un avait laissé grand-père, a dit « Tu n'as pas besoin de leur nom pour construire le tien. » Je l'ai regardé. Le nom de qui? Il n'a pas répondu, a juste continué à tordre les fils en place. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé. Il savait exactement pourquoi il me préparait. Pas la vengeance, pas la revanche, mais l'indépendance. Une vie au-delà de la permission de quiconque. Cette année-là, j'ai obtenu mon GED. L'été suivant, j'ai été acceptée dans un programme de technologie à temps partiel pour les femmes en STEM. J'ai failli ne pas postuler. Je ne pensais pas avoir ma place. Mais grand-père a dit « Les gens qui ont leur place ne sont pas ceux qui naissent dans les pièces. Ce sont ceux qui construisent des portes. » Alors j'ai construit la mienne et je l'ai franchie. 7 ans. C'est le temps qui s'est écoulé depuis leur départ. 7 ans depuis que j'ai signé des formulaires d'hôpital avec des mains tremblantes et un fonds universitaire que je n'avais plus. 7 ans depuis que je suis devenue la fille qui est restée. Et en ces 7 années, je suis devenue quelque chose de plus. Je suis devenue Caroline Green. Pas seulement la fille avec un fer à souder et une serpillière, mais une constructrice de systèmes, une réparatrice de ce que les autres jetaient, une femme avec un nom qui signifiait quelque chose au-delà de la famille qui l'avait abandonnée. Ça a commencé dans notre garage. Grand-père et moi avons construit un prototype de capteur de chute d'urgence. Quelque chose de simple, portable, abordable. Nous l'avons testé pendant des mois. Grand-père a même fait semblant de tomber dans la cuisine juste pour aider. Nous avons présenté le design à une clinique locale. Ils ont adoré. Bientôt, nous avons eu notre première petite subvention, puis une deuxième, puis une petite équipe de 2 stagiaires qui croyaient assez,
en l'idée pour travailler pour du café et de l'espoir. Nous avons nommé le projet SafeKeep. À la 5e année, nous étions enregistrés comme une SARL. À la 6e année, nous avions des contrats avec 3 établissements de soins pour personnes âgées dans l'État. Et à la 7e année, nos appareils protégeaient plus de 10 000 personnes âgées. Grand-père est devenu notre conseiller, notre mascotte, notre sujet de test préféré. Mais plus que tout, il était mon encre. Chaque décision, chaque nuit blanche, chaque croquis de conception scotché au mur. Et il était là. Il ne disait pas toujours grand-chose, mais quand il le faisait, ça comptait. Le succès ne signifie rien s'il te fait oublier qui tu es. Le journal local a publié un article sur nous un hiver. De concierge d'hôpital à PDG, la femme qui a construit son avenir à partir d'un passé brisé. Je ne l'ai pas envoyé à ma mère. Je n'en avais pas besoin. L'histoire a fait le tour de la ville de la famille élargie, de tous ceux qui disaient autrefois que je gaspillais ma vie pour un homme qui mourait déjà. Je ne me suis pas vantée. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas répondu au cousin qui m'a envoyé un email « Eh, ça fait longtemps, comment vas-tu ?» Parce que je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Mon nom ne venait pas d'eux. Il venait de chaque nuit où je n'ai pas abandonné. De chaque vis que j'ai tourné, de chaque facture, que j'ai peiné à payer, de chaque mot que grand-père a murmuré quand je ne pensais pas pouvoir le faire. Il avait 91 ans quand sa santé a recommencé à décliner. Plus lentement cette fois, plus doucement. Il buvait toujours son café du matin, me donnait toujours son avis sur mon code, souriait toujours quand j'entrais dans la pièce. Mais nous savions tous les deux que cette fois, il n'allait pas s'en remettre. Et pour la première fois depuis des années, c'était moi qui ne voulais pas lâcher prise. Il est décédé un mardi matin. La lumière extérieure était douce, comme si le monde savait déjà qu'il devait être doux. Je l'ai trouvé dans son fauteuil, près de la fenêtre, celui qu'il appelait toujours son coin de réflexion. Un livre fermé sur ses genoux, une tasse de thé à moitié bu à côté de lui, et un léger sourire encore sur son visage. Pas de machine, pas de chaos, juste la paix. J'ai tenu sa main pendant un long moment avant même de pouvoir appeler l'infirmière de l'hospice. Non pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que je n'étais pas prête à vivre dans un monde sans sa voix. Les funérailles ont été modestes, comme il le voulait. Pas de fleurs, pas de grands discours, juste des voisins, quelques collègues de nos débuts à SafeKeep, et l'infirmière qui a dit un jour qu'il était le patient le plus gentil qu'elle ait jamais rencontré. J'étais debout au bord du cimetière, remerciant les gens qui partaient. Quand j'ai entendu le bruit de talons sur le gravier des talons chers, je me suis retournée et je me suis figée. Ils étaient laissés là. Ma mère, mon oncle et sa femme, mon cousin, dans un costume noir élégant, comme s'il entrait à une réunion d'actionnaires. Ils regardaient autour d'eux comme des touristes devant le deuil de quelqu'un d'autre. Ma mère a ouvert les bras comme si les 7 dernières années n'avaient pas eu lieu. « Caroline, ma chérie, tu es devenue une vraie femme. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Elle a réessayé. Je sais que les choses se sont compliquées à l'époque, mais nous sommes toujours une famille. Et ton grand-père, il aurait voulu que nous soyons ensemble pour ça. J'ai eu envie de rire, de crier, de lui demander si elle se souvenait de m'avoir laissé dans ce couloir, comme un mouchoir usagé, mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement fait un signe de tête vers la chapelle. Il est à l'intérieur. Vous avez 5 minutes. Après le service, alors que je rassemblais les programmes et pliais tranquillement les bulletins de dons pour notre nouvelle subvention, pour les soins aux personnes âgées, elle s'est approchée de moi à nouveau. Cette fois, avec ce sourire crispé que je me souvenais de chaque dîner d'anniversaire passif-agressif. « Alors à propos de la succession, dit-elle légèrement, nous supposons qu'il y a un testament. Ton grand-père n'était pas négligent. J'ai croisé son regard plat sans émotion. Il y en a un, dis-je. Son sourire s'est élargi comme un filet. Merveilleux. Nous devrons discuter de la façon dont tout sera divisé. C'est là que j'ai finalement parlé. Vraiment parlé. Tu l'as laissé mourir sur un lit d'hôpital, maman. Tu ne l'as pas visité pendant 7 ans. Tu n'as jamais appelé. Tu n'as jamais demandé une seule fois s'il avait survécu. Tu n'es venu que maintenant parce que tu penses qu'il valait quelque chose. Elle a cligné des yeux une seule fois, mais c'était suffisant. Puis, elle a craqué. Ne sois pas dramatique. Tu es toujours sa petite fille, mais nous sommes ses enfants. Il ne nous aurait pas exclus. J'ai regardé l'enveloppe en bois dans ma main.
Un testament scellé, notarié et déjà sous la garde de son avocat. Vous le découvrirez demain, dis-je doucement. Mais sachez simplement qu'il n'était pas aussi indulgent que moi. Le lendemain matin, je suis arrivée au cabinet d'avocat 15 minutes en avance. Non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que je me préparais pour ce moment depuis 7 ans. Monsieur Alton, l'avocat de mon grand-père, m'a accueilli avec le même professionnalisme doux qu'il avait toujours eu. Il connaissait grand-père depuis l'époque du prototype de SafeKeep. Il nous avait aidés à déposer les documents de la SARL et maintenant, il aiderait à clore le chapitre. La salle de conférence sentait le bois poli et le vieux papier. J'ai pris place au bout de la longue table. Devant moi se trouvait une enveloppe scellée et une petite boîte en bois, celle que grand-père m'avait demandé de garder fermée jusqu'à cette réunion. Quelques minutes plus tard, les autres sont arrivés. Ma mère est entrée comme si elle était propriétaire des lieux avec des talons trop pointus pour ses mots. Mon oncle a suivi le visage déjà crispé par l'attente. Mon cousin s'est assis en face de moi, souriant avec suffisance comme s'il dépensait déjà l'héritage. Personne n'a dit bonjour. Monsieur Alton s'est raclé la gorge et a commencé. Ceci est le dernier testament de Walter H. Green, daté notarié et confirmé le jour de son 90e anniversaire. Il a fait une pause, puis m'a regardé. Mademoiselle Caroline, pourriez-vous, s'il vous plaît, ouvrir la boîte maintenant? J'ai hoché la tête et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait la montre de poche de mon grand-père, celle qu'il remontait chaque matin à 7 heures. En dessous se trouvait une clé USB et une note pliée. J'ai fait glisser la clé vers Monsieur Alton. Il l'a branchée sur un petit moniteur. L'écran s'est allumé avec le visage buriné de grand-père. Sa voix a rempli la pièce douce et ferme. Si vous entendez ceci, j'ai déjà quitté ce monde. Et si les personnes que je pense être dans cette pièce sont réellement là, eh bien, je ne suis pas surpris. Ma mère s'est agitée mal à l'aise. Mon cousin a regardé le plafond. Laissez-moi simplifier les choses, a continué grand-père. Moi, Walter Green, lègue l'intégralité de ma succession, y compris les actions de SafeKeep, les biens immobiliers, les comptes personnels et la propriété intellectuelle, à ma petite-fille, Caroline Green. Tout. La mâchoire de mon oncle est tombée. Ma mère s'est penchée en avant furieuse. Ce n'est pas légal. Il a dû être manipulé. Elle était avec lui tous les jours. Qui sait ce qu'elle lui a dit pour le monter contre nous? Monsieur Alton a brandi un formulaire notarié. Monsieur Green a passé une évaluation cognitive 2 semaines avant cet enregistrement. Pleine capacité mentale confirmée. Aucune coercition, aucune révision nécessaire. Mon cousin s'est levé. Vous vous moquez de moi. C'était une concierge. Elle vivait de lui. La vidéo de grand-père a continué, comme s'il avait entendu chaque mot. À ceux qui disent non qu'elle m'a pris, je dis qu'elle m'a donné 7 ans de plus. Elle m'a donné des matins avec du soleil et du café. Elle m'a donné un sens. Vous m'avez donné le silence. Vous m'avez laissé mourir parce que j'étais un inconvénient. Elle était restée et a construit quelque chose. Pas seulement une entreprise, une vie. Le visage de ma mère a pâli. Je suis restée silencieuse. Monsieur Alton a plié le testament avec une précision clinique. Il n'y a pas de bénéficiaires alternatifs. Une clause de non-contestation est incluse. Toute contestation judiciaire annulera votre droit d'hériter de quoi que ce soit. Les volontés de Walter Green sont absolues. Caroline Green est l'unique héritière. Personne n'a dit un mot. Pas vraiment. Il n'y avait que le bourdonnement silencieux de la climatisation et le son d'un héritage retiré à ceux qui pensaient y avoir droit. Alors qu'ils partaient un par un, ma mère m'a regardé pour la première fois, avec quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Mais je n'ai pas bronché, parce que maintenant, elle savait que je n'étais pas la fille qu'ils avaient abandonnée. J'étais la femme qu'il avait choisie. Ils ne sont pas partis tranquillement. Dès que les portes du cabinet d'avocat se sont refermées derrière nous, ma mère s'est tournée vers moi, la voix basse et venimeuse. « Tu penses que ça te rend meilleur que nous? Tu as manipulé un vieil homme sur son lit de mort, et tu l'as trompé pour qu'il te signe tout. » Je l'ai regardée, cette femme, qui m'a dit un jour que je gaspillais ma vie pour un homme qui ne passerait pas la nuit. Maintenant, elle se tenait à quelques centimètres de moi, furieuse, non pas parce qu'elle avait perdu un père, mais parce qu'elle avait perdu l'argent qu'il avait laissé. « C'est vous qui l'avez quitté, » dis-je calmement. « Vous nous avez quittés tous les deux. Et pendant 7 ans, vous n'avez jamais appelé une seule fois
pour savoir s'il avait survécu. Mon oncle est intervenu, sa voix énergique. « Nous sommes ses enfants, Caroline. Tu ne peux pas effacer ça. » Je me suis tournée vers lui. « Et qu'est-ce que ce titre signifiait exactement pour vous? Un devoir, un lien, ou juste un droit de naissance que vous pensiez garantir un salaire? » Il a serré les poings, comme si les mots ne coupaient pas assez profondément. « Nous pouvons contester le testament, » a lâché mon cousin. « Nous irons en justice. Nous dirons à la presse que vous avez manipulé un homme mourant atteint de démence. » J'ai souri, non pas parce que j'étais amusée, mais parce que j'étais prête. « Allez-y, dis-je, et je publierai l'enregistrement complet et non édité du témoignage de grand-père, ses évaluations médicales, ses journaux quotidiens. Je publierai ses lettres manuscrites sur ce que chacun de vous a fait ou n'a pas fait quand il avait le plus besoin de vous. Laissez le monde voir le genre de famille que vous étiez vraiment. » Ils sont restés silencieux, mais je n'avais pas fini. J'ai sorti une dernière enveloppe de mon sac. « Ceci, dis-je, en la tendant à ma mère, a été écrit par lui 1 mois avant sa mort. Ce n'est pas légal, c'est personnel. » Elle a hésité, puis l'a ouverte. 3 mots écrits à la main avec l'écriture nette et ferme de grand-père. « Vous êtes parti. » Ses mains ont tremblé. Elle a froissé la note dans sa paume comme si le papier pouvait effacer la honte. Pour la première fois, elle n'a pas parlé. Pas une malédiction, pas une supplique, juste le silence. Et ce silence disait tout. Je me suis retournée pour partir, mais je me suis arrêtée à la porte. « Vous avez perdu l'héritage, » dis-je, sans me retourner. « Mais pire que ça, vous l'avez perdu lui. Et la vérité, c'est que vous l'aviez perdu bien avant sa mort. Je ne vous ai rien pris. Vous avez tout abandonné le jour où vous avez choisi la commodité plutôt que l'amour. » Ils m'ont regardé sortir au soleil. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie petite sous leur regard. Je me suis sentie entière. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais survécu, parce que j'étais restée. Parce que j'avais construit quelque chose de beau des cendres qu'ils avaient laissées. Et parce qu'à la fin, il m'a choisi. Pas seulement avec son testament, mais avec son temps, sa confiance et l'amour silencieux et inébranlable d'un homme qui a vu de la valeur dans la personne même qu'ils avaient autrefois abandonnée. 6 mois plus tard, la maison était plus silencieuse que jamais, mais pas solitaire. J'ai gardé la bouilloire qu'il aimait, le fauteuil près de la fenêtre et la montre de poche que je remonte encore à 7 heures chaque matin, comme un rituel, comme une promesse. Mais ce que j'ai fait ensuite n'était pas un deuil, c'était de la construction. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour lancer la Fondation Green, nommée non seulement d'après le nom de famille de grand-père, mais pour l'homme qui a fait pousser l'espoir à partir de la négligence. La mission était simple, fournir une formation technique et un soutien émotionnel aux adolescents et aux personnes âgées qui avaient été abandonnées comme nous l'avions été. Nous avons commencé petits 3 ordinateurs portables, 2 tables pliantes et une salle louée dans un centre communautaire. Mais le jour où notre première étudiante a construit son propre appareil de détection de chute de base et a crié « Ça marche vraiment », j'ai senti quelque chose se déclencher dans ma poitrine. Cette joie, cette étincelle, c'était lui qui continuait de vivre. 1 an plus tard, nous avons ouvert notre premier atelier permanent. 5 ans après, l'une de nos boursières est devenue développeuse principale chez Safekeep. Et quand elle m'a invitée à sa remise de diplôme, elle a dit « Je n'ai jamais eu de vraie famille, mais votre fondation m'a fait sentir que je comptais. » Je lui ai donné la clé à molette préférée de grand-père, celle dont il disait toujours qu'elle réparait plus que des circuits. « Tu comptes, lui ai-je dit, et ne laisse jamais personne te faire oublier ça. Je vis toujours dans la même maison. L'entreprise est plus grande maintenant. Mais ma vie est toujours simple. Pas de manoir somptueux, pas de voiture tape à l'œil, juste un but et la paix. Parce que je sais ce qu'est la vraie richesse. Ce sont les 7 années supplémentaires que j'ai eues avec lui. Ce sont les vies que j'ai aidé à réparer. C'est la fille que j'étais et la femme que je suis devenue parce que je suis restée quand personne d'autre ne le voulait. Parfois, je pense aux jours où ils nous ont laissés à l'hôpital, à quel point je me sentais brisée. Et puis je regarde ce qui est sorti de ce moment. Pas de l'amertume, mais de l'appartenance. Pas de la vengeance, mais de la restauration. Pas un héritage, mais un legs. Ce soir, je remonterai à nouveau la montre de poche. Et un jour, quand je saurai que quelqu'un d'autre est prêt, je la transmettrai.
non pas parce qu'elle est précieuse, mais parce qu'elle porte tout ce qui compte. Et je dirai ce qu'il m'a dit un jour. Tu es resté, tu as construit, et maintenant c'est à toi.